Mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouveau numéro de Croissance verte. Aujourd'hui, deux histoires africaines qui parlent d'avenir, de résilience et de culture. Comme en Afrique, au Sénégal, l'agriculture veut changer d'échelle. Le gouvernement et la Banque mondiale lancent AgriConnect, un pacte ambitieux sur 5 ans pour transformer le secteur agricole, renforcer la sécurité alimentaire et créer des emplois. Puis, direction la Mauritanie, où une boisson traverse le temps, les générations et même la chaleur du désert, le thé vert, un rituel social et culturel profondément ancré dans la vie mauritanienne au point de devenir presque un patrimoine national. De sujets passionnants que nous allons aborder avec notre invité Kamal Aberkani, professeur à la faculté pluridisciplinaire, Université Mohamed Ier et spécialisé dans les sciences de l'agriculture. Monsieur Aberkani, merci de répondre à cette invitation. Bonjour monsieur, merci pour votre invitation, merci pour Média Afrique pour cette invitation. Et justement, pour camper le débat, nous allons parler d'abord de ce premier sujet qui nous intéresse, la transformation de l'agriculture pour accélérer la sécurité alimentaire et l'emploi. C'est l'objectif commun que se donnent le Sénégal et la Banque mondiale sur les 5 prochaines années. À Dakar, les deux entités ont lancé le pacte AgriConnect, un programme alimentaire ambitieux pour le Sénégal qui sollicite un financement de 2500 milliards de francs CFA. Olivia Bossal et Moussa Nir nous en disent plus. Limiter le maximum d'importations et améliorer son autonomie alimentaire, le Sénégal voit dans le pacte AgriConnect une solution innovante qui, à long terme, va lui permettre de moderniser ses systèmes de production grâce à la technologie et au développement durable. Nous importons 1,4 million de tonnes de riz. Pour produire 1,4 million de tonnes de riz, il faut produire 2 millions de tonnes de paddy. Pour produire 2 millions de tonnes de paddy, à raison de 2 cultures par année, il nous faut 250 000 hectares. 2500 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il nous faut pour être autosuffisant. À côté du riz, le pays importe tous les ans près de 450 000 tonnes de maïs et 75 milliards de francs CFA de produits laitiers. Un taux assez élevé a laissé entendre le ministre sénégalais de l'Agriculture. Les innovations que nous avons faites ces 18 derniers mois, les résultats obtenus nous donnent la ferme conviction que c'est possible et nous demeurons absolument convaincus qu'avec AgriConnect, nous pouvons avoir la solution. Nous avons battu le record en pommes de terre, 250 000 tonnes. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on n'a importé qu'un seul mois de la pomme de terre pendant l'année. On a battu le record des productions d'oignons avec 450 000 tonnes. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on a fermé les importations de bananes parce qu'on a battu le record de 112 500 tonnes. Le Sénégal est le pays pilote de cette phase test avec cet appui financier du groupe de la Banque mondiale. L'objectif est de battre ce record national et devenir le grenier agricole du Sahel et stabiliser ses denrées alimentaires. L'initiative vise à accroître la participation des exploitations agricoles aux chaînes d'approvisionnement agroalimentaire pour accélérer la croissance, générer plus d'emplois et assurer la sécurité alimentaire. Le Sénégal arrive à ce rendez-vous avec une vision claire, un leadership affirmé et un cadre stratégique solide. L'autosuffisance alimentaire au Sénégal est un programme qui s'aligne sur l'agenda national de transformation 2050 et la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire 2024-2028. Au-delà de la transformation agricole pour accélérer le développement, le pays vise l'insertion socio-professionnelle de près de 800 000 jeunes sénégalais et la lutte contre la pauvreté.
Et pour en savoir plus, nous retrouvons tout de suite en direct de Nador M. Kamel Aberkani. Je rappelle, il est spécialiste en sciences de l'agriculture. M. Aberkani, vous avez suivi avec nous ce sujet dans un contexte où de nombreux pays africains cherchent à renforcer leur souveraineté alimentaire. En quoi le pacte AgriConnect peut-il réellement transformer l'agriculture sénégalaise et contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire, que ce soit aussi en Afrique, bien évidemment? Alors oui, bien sûr, ce programme d'AgriConnect, c'est un programme qui est très ambitieux. On a vu les chiffres, qui ont été publiés par six sources officielles. Bien sûr que maintenant, on parle de la souveraineté alimentaire, on parle de la sécurité alimentaire, on parle aussi de l'alliance alimentaire. Et moi, je pense que ça aussi, ça rentre dans cette alliance, parce que c'est un programme qui est connecté avec la Banque mondiale, parce que vous avez vu avec ces changements climatiques qu'on a vécu peut-être durant les 10 dernières années, on a eu des perturbations dans la chaîne de production internationale et malgré aussi ces contraintes politiques, géopolitiques aussi qu'on a vécues depuis la guerre de l'Ukraine et la situation actuelle. Donc, il faut savoir qu'un kilo de production de farine ou de tomates, bien sûr, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi le gasoil, il y a les intrants agricoles comme les engrais, les pesticides. Alors, tout est relié et chaque perturbation va influencer ce kilo-là. Alors, ce kilo-là, est-ce qu'on va l'importer, on va le produire? Donc, je pense que ce programme-là, il vient juste au bon moment afin de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire de chaque pays, afin d'augmenter les surfaces de production. On a des terrains fertiles, on a l'environnement, on a la technologie, on a les intervenants, on a les investisseurs. Alors pourquoi pas on ne va pas produire. Et déjà, donc, je suis marocain, on a vécu l'expérience avec le projet de Maroc Vert lancé en 2008. Bien sûr, c'est un des modèles aussi bien réussi. Et l'objectif, c'était vraiment d'augmenter la production et d'avoir une autosuffisance en termes soit au marché local et même pour l'exportation. C'est vrai que la Banque mondiale ou les autres sources ou les bailleurs de fonds, ils sont en train d'investir en Afrique. La raison, bien sûr, c'est pour renforcer cette sécurité-là alimentaire et aussi de renforcer les exportations vers les pays européens ou les pays internationaux. Et je pense que, bien sûr, avec ce modèle-là, bien sûr, s'il y a une bonne piste, une bonne planification de production, je pense que ça va être un modèle bien réussi. On parle d'ailleurs de financement et le Sénégal prévoit donc en matière de financement de 2500 milliards de francs CFA pour ce programme. Comment, selon vous, ces ressources pourraient-elles être orientées pour maximiser l'impact sur la production agricole, la transformation locale et la création d'emplois? Alors oui, bien sûr, donc ça reste un financement. On parle de X, Y financement. On va peut-être avoir d'autres financements dans le futur, soit au Sénégal, soit dans les autres pays africains. Mais ça reste toujours quelles sont les priorités de l'État. Qu'est-ce qu'on cherche de ce financement? Est-ce qu'on cherche juste de renforcer la grande agriculture et les grands producteurs et faire la production et l'exportation, ou bien on veut maintenir aussi l'environnement socio-économique, les petits et les moyens producteurs? Je pense que c'est comme dans le cas du Maroc vert, peut-être il va y avoir deux piliers ou trois piliers. C'est de renforcer vraiment la sécurité sociale des agriculteurs dans les régions peu avec moins de ressources. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, une bonne planification. Vraiment, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche des chiffres pour alimenter le marché national? Est-ce qu'on cherche un chiffre pour stocker les aliments en cas où on a des problèmes sur le marché international ou national? Donc, il faut cibler aussi les zones du Sénégal. Quelles sont les zones qui sont vulnérables, peut-être avec ce financement-là? Si on fait un bon programme agroalimentaire, peut-être on va renforcer leur activité économique. Et lorsque je parle de financement agricole, il ne faut pas oublier, c'est de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire, on sème, c'est pas que le film il va s'arrêter lorsqu'on va produire. Non, c'est vers l'assiette, vers le consommateur. Donc, il y a la chaîne agroalimentaire, il y a la chaîne de transformation, la chaîne de la mise en marché. Donc, je pense qu'il faut cibler les filières à une grande valeur, pas que seulement économique, mais à une valeur socio-économique plus importante. Par exemple, si j'importe le sucre, est-ce que ça vaut le coup de produire le sucre à l'échelle nationale ou je l'importe et en même temps, je vais produire une production qui a un impact socio-économique plus important et j'exporte pour augmenter le PIB. Donc, c'est une équation socio-économique qui est un petit peu complexe, mais il faut avoir une feuille de route pour la travailler dans l'avenir.
Fort de cela d'ailleurs, alors que le chômage des jeunes reste quand même un défi majeur en Afrique, comment ce pacte peut-il rendre, à votre avis, le secteur agricole plus attractif et créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse sénégalaise et africaine? Alors oui, c'est vrai, la jeunesse. C'est vrai parce que normalement, on est dans un milieu agricole. Il faut planifier la transformation des générations à l'autre. Nos grands-parents, oui, c'est vrai, vont rester là à un moment donné, mais il va y avoir un transfert de génération vers les autres jeunes. Alors comment on va maintenir ces jeunes-là? C'est vrai, il y a des programmes, on l'a vu aussi dans le programme de Green Generation au Maroc. C'est vraiment avoir des programmes de service, parce qu'il faut pas savoir, il faut pas dire que vraiment on va juste produire une banane ou une tomate ou une patate. C'est vraiment quels sont les services qui sont reliés. Peut-être il va y avoir des services agricoles comme la digitalisation, comme les autres services, je sais pas, des compagnies d'irrigation, etc. Donc, je pense que c'est très important dans ce financement de voir avoir une feuille de route entrepreneuriale. Comment il faut faire un diagnostic, combien on a de jeunes dans le milieu rural, combien on a d'immigrants des zones rurales vers les zones urbaines. Donc, je pense après ce diagnostic-là, peut-être il va avoir, et quelles sont, par exemple, les filières qui sont délaissées, qui ont été abandonnées, des filières qui sont importantes pour le Sénégal. Je pense avec ce diagnostic-là, on peut avoir une feuille de route pour les ressources humaines et pour maintenir ces jeunes-là. Et pour maintenir aussi ces jeunes-là, je pense que c'est important pour le secteur formation dans les universités, dans les centres de recherche, d'avoir des formations axées pour l'agriculture et le monde rural. Pourquoi? Parce que ces jeunes, ils vont étudier, je ne sais pas, l'ingénierie, l'agronomie, tout ça, ils vont revenir et ils vont avoir aussi du financement pour rester. Ils vont pas que travailler chez des entreprises, mais ils vont avoir leur propre travail au milieu rural. Et justement, professeur, très rapidement, face aux défis climatiques et la modernisation de l'agriculture en Afrique, quelle innovation technologique ou pratique, même agricole, pourrait, à votre avis, être mise en avant dans ce pacte pour renforcer la productivité et la résilience du secteur? Très rapidement, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est un sujet qui est très important. Bien sûr, la technologie 4.0 et voilà, tout ce qui est défi qu'on a en ce moment avec ces changements climatiques. On parle de la sécheresse, des inondations, on parle de la politique internationale. Donc, la solution, c'est la génétique, bien sûr, comme une piste technologique. On parle de la biotechnologie. On produit plus des variétés il y a 15 ans, 20 ans avec des contraintes différentes. On va produire des variétés ou des productions vraiment lorsqu'on a des ressources. Ça, c'est très important. Et aussi, utilisation de la digitalisation. Et la digitalisation, je ne le dis pas de la fourche jusqu'à la fourchette. C'est-à-dire toute la chaîne de production, plus la mise au marché, plus la transformation. Donc ça, bien sûr, avec ces jeunes-là, parce que c'est eux qui vont comprendre le langage technologique. Donc c'est très important aussi d'associer la technologie avec la jeunesse. Et je pense que c'est la clé pour avoir une agriculture résiliente au changement climatique et aux mutations géopolitiques internationales. Et par rapport à ça, professeur, nous sommes en période de Ramadan, qui parle de Ramadan, on parle chez les Marocains et aussi comme chez les Mauritaniens et d'autres pays, du thé, ce fameux thé aujourd'hui qui n'est pas forcément produit dans la majeure partie des pays africains, mais qui est aujourd'hui une valeur sûre dans la culture de certains pays comme la Mauritanie. Et tout de suite, nous allons suivre cet élément sur ce produit qui est quand même très courtisé dans plusieurs pays subsahariens, notamment aujourd'hui en Mauritanie. Ce n'est pas une simple boisson, c'est un mode de vie et un régulateur du rythme du temps dans ce désert. Ici, en Mauritanie, la journée commence par des verres de thé et se termine par eux. Il est le compagnon des veillées, l'allié de la solitude et le remède aux maux de tête. On l'appelle le vin du désert, non pas parce qu'il enivre, mais parce qu'on lui consacre du temps, des rituels et une attention que l'on n'accorde à aucune autre boisson. Depuis que les caravanes venues de loin l'ont introduit dans cette terre, le mode de vie a changé et le quotidien s'est mis à battre au rythme des verres de thé. Depuis l'arrivée du thé en Mauritanie, il y a près de 2 siècles, le thé est devenu le vin du désert. Les Mauritaniens, en particulier les Bidanes, en sont devenus dépendants depuis environ 200 ans. Partout où ils le trouvent, il est leur vin.
منذ حوالي 200 عام وحيثما وجدوه هو خمرتهم. On l'appelle le vent du désert, non pas parce qu'il enivre, mais parce qu'on en est devenu dépendant et parce qu'il a imposé ses propres rituels plus que toute autre boisson. Lorsque le thé est entré sur cette terre, il n'est pas arrivé discrètement. Il est venu accompagné d'un débat religieux intense entre ceux qui l'ont assimilé au vin par sa couleur et sa mousse et l'ont interdit, et ceux qui ont trouvé des arguments pour autoriser sa consommation et l'ont défendu. Il s'est rapidement transformé d'un sujet de controverse en symbole absolu de l'hospitalité. À son arrivée en Mauritanie, il a suscité un profond désaccord entre les juristes consuls musulmans. Certains l'ont interdit en raison de sa ressemblance avec le vin, tandis que d'autres l'ont autorisé. Le débat fut si intense qu'un long poème de plus de 1000 vers, entièrement consacré au thé, a été écrit ici, en Mauritanie. Le thé a soulevé de nombreuses interrogations. Lors de son apparition, les Mauritaniens l'ont comparé au vin, ce qui a déclenché un débat religieux sur sa laïcité. Plusieurs savants ont émis des fatwas contradictoires. Certains l'ont interdit en raison de son coût élevé, de la perte de temps qu'il entraîne et d'autres considérations, tandis que d'autres l'ont jugé licite car il n'enivre pas. D'autres encore l'ont comparé au vin pour sa forme, dans un contexte où la société mauritanienne ne consommait pas d'alcool et n'en connaissait pas les usages. وكذلك قارنه البعض بالخمر في شكلها في أبارقها في علما بأن المجتمع الموريتاني لم يكن يتعاطى الخمر ولا يعرف كيفية الكثير من أسرارها. Avec le temps, la société a tranché le débat à sa manière. Le thé s'est imposé et s'est transformé en identité. Il a résisté à la modernité en restant fidèle aux 3J. La communauté, les braises et la lenteur, c'est-à-dire la patience dans la préparation. من الغريب أنه كلما تقدمنا وكلما جاءتنا الحداثة كلما Il est surprenant de constater que plus la société avance vers la modernité urbaine, plus elle s'accroche au thé. Certes, le gaz domestique a remplacé les braises, et dans les années 1970, les jeunes ont tenté de réduire les séances de thé à 2 verres seulement pour gagner du temps, mais ils ont échoué. Le thé est resté tel qu'il était consommé par leurs ancêtres. On peut donc dire qu'il n'a pas vraiment été modernisé. De la troque du bétail autrefois à l'économie des marques aujourd'hui, le thé est devenu un vaste marché et un secteur économique en constante croissance. La Mauritanie importe le thé depuis les régions les plus lointaines de Chine, mais le transforme selon un goût local unique qui varie d'une région à l'autre et parfois même d'un quartier à l'autre. La Mauritanie, dont la population ne dépasse pas 5 millions d'habitants, a dépensé en seulement 2 mois près de 10 millions de dollars pour importer du thé depuis la Chine, devenant ainsi le 4e importateur de thé en Afrique. La relation des Mauritaniens avec le thé est très ancienne. Ils ne peuvent pas s'en passer. Autrefois, certains échangeaient même une chamelle contre du thé. Il existe des variétés traditionnelles importées de Chine et conditionnées dans des caisses en bois. Aujourd'hui, de nouvelles marques apparaissent emballées dans des sachets en papier. La majorité du thé consommé en Mauritanie provient de la Chine. Une autre partie est importée des pays voisins, notamment le Maroc et l'Algérie. Le thé importé est également réexporté vers les pays du Sud, car il correspond au goût de nombreux pays africains, notamment le Sénégal, le Mali, où l'on préfère un thé très concentré et foncé, alors que les Mauritaniens privilégient le thé plus léger, tirant vers le rouge ou le jaune. Ici, le thé n'est pas seulement une marchandise, c'est un goût et une création personnelle. Les Mauritaniens rivalisent d'ingéniosité dans les méthodes de préparation tout en préservant son identité propre. Selon une étude mauritanienne réalisée il y a quelques années,
99% des Mauritaniens adultes consomment du thé au moins une fois par jour. Les goûts diffèrent d'une personne à l'autre. Chacun a souvent sa variété préférée. Certains aiment le thé très fort et refusent toute autre sorte, allant parfois jusqu'à considérer cela comme une offense personnelle. D'autres préfèrent un thé léger à la couleur dorée. Certains mélangent différentes variétés afin d'atteindre un équilibre parfait. Aujourd'hui, il s'est adapté aux maladies modernes. 2 théières apparaissent parfois sur la même table, l'une pour les diabétiques, l'autre pour les autres. Au départ, le thé était interdit aux femmes et réservé aux hommes. Des poèmes étaient même composés pour éloigner les femmes des séances de thé. Mais il est devenu aujourd'hui un élément central de la vie sociale, consommé par les hommes, les femmes et même les enfants. Au début du XXe siècle, l'un des premiers Français arrivés en Mauritanie s'étonnait du fait que le kilo de thé coûtait 7 francs à Saint-Louis contre 35 francs en Mauritanie, malgré la proximité géographique. أحد الفرنسيين استغرب وهو من الفرنسيين الأوائل الذين وصلوا لأطار استغرب أن كيل الشاي كان في سان لوي في ندر. Ici, si vous ne servez pas de thé à votre invité, c'est comme si vous ne l'aviez pas réellement accueilli. C'est le prolongement de la conversation et la porte d'entrée des réunions sociales. Mais derrière cet amour populaire, des questions inquiétantes apparaissent. La qualité des feuilles importées, les conditions de stockage, les impuretés et les substances chimiques. Dans un pays où les taux de cancer sont en hausse, ces interrogations deviennent une véritable préoccupation sanitaire. Certains chercheurs indépendants ont publié des études affirmant que plusieurs marques de thé sont contaminées par des résidus de pesticides cancérigènes et mettent en garde contre les risques d'une consommation quotidienne. Ces derniers temps, le thé largement consommé en Mauritanie fait l'objet de sérieux doutes concernant ses effets sur la santé et les conditions d'importation et de stockage. Le Forum mauritanien du consommateur a mené des enquêtes et des analyses portant sur de nombreux échantillons en collaboration avec des experts qui ont confirmé la présence d'impuretés. Cependant, le ministère du Commerce a démenti ces informations et assuré que le thé disponible sur le marché ne présente aucun danger. Malgré cela, les Mauritaniens n'ont pas cessé d'en consommer, même avant la publication du communiqué officiel. Et malgré la forte demande, les prix restent relativement stables. Aujourd'hui, le thé est devenu une nécessité vitale pour tous les Mauritaniens. Il accompagne les gens partout, en ville comme en voyage. Et lorsqu'on est fatigué, rien ne dissipe la lassitude et les soucis comme un verre de thé à la menthe. Entre une demande élevée, un pouvoir d'achat limité et la pression du marché, les autorités de contrôle font face à un défi majeur. Et malgré les inquiétudes sanitaires croissantes et la pression des commerçants pour relativiser ces soupçons, l'abandon du thé reste pour la majorité des Mauritaniens tout simplement impensable. Des plantations de Chine, au coucher du soleil de Nouakchott, les feuilles de thé parcourent un long voyage avant de se retrouver dans un verre mauritanien, portant avec elles une histoire, une identité et le conflit de 2 époques, tradition et modernité, santé et maladie. En attendant que le débat soit tranché, le thé restera pour les Mauritaniens un moyen de chaleur humaine et un symbole de générosité.
Et c'était toujours présent, même à l'heure du ftour. Alors, nous allons continuer avec notre invité, M. Abelkani. Alors que l'Afrique, bien évidemment, est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de thé, comment expliquer que la consommation et la transformation locale restent encore très limitées sur le continent ? Alors oui, bien sûr, la culture de thé, c'est une culture, moi je peux dire, c'est pas un produit qui est de premier grade comme la pomme de terre dans la consommation, par exemple, mais quand même, c'est important pour nous les Marocains, pour nous les Africains. Alors je pense que c'est une question le thé, c'est pas comme les autres productions, comme la tomate, comme les autres productions maraîchères. C'est une question de goût, c'est une question de variété, je veux dire, de génotype. Donc peut-être ici, dans le nord-est du Maroc, on va apprécier un genre de thé, mais peut-être au sud du Maroc, c'est une autre variété de thé. Donc, c'est une question de goût. Donc, je pense, question d'offre et de demande, c'est vrai que l'Afrique est un des grands exportateurs ou de producteurs de thé, mais aussi il y a des importations du thé de la Chine et des autres continents. Ça dépend, je pense que c'est une question d'offre et de demande, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, et aussi, c'est une question de qu'est-ce qu'on apprécie. Peut-être même si j'ai un thé qui est produit localement, mais j'apprécie un thé qui vient de la Chine parce que j'ai des habitudes qui sont culturelles, c'est-à-dire de grand-père à père et aux enfants. C'est-à-dire c'est une question d'appréciation. Peut-être moi, je vais prendre un thé qui vient de la Chine, mais je ne vais pas prendre un thé qui est à Marrakech. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et transformer donc nos ressources, valoriser nos cultures et également produire davantage sur le continent. Voilà sans doute l'un des grands défis des années à venir. Mesdames et messieurs, merci encore à vous, M. Abelkani, par rapport à cette intervention. Merci à vous. Transformer nos ressources, valoriser nos cultures et produire davantage sur le continent. Voilà sans doute l'un des grands défis des années à venir. C'était votre émission Croissance Verte. Merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est en continu sur Média TV.